éolien terrestre. Et là, on va vous présenter des projets concrets en matière de biodiversité et d'ENR. Paul No, j'aimerais commencer avec vous, car vous avez une longue expérience avec votre bureau d'études. Vous travaillez depuis très longtemps avec l'éolien, avec les acteurs de l'éolien. Vous avez accompagné les premiers parcs éoliens français. Du coup, de quand ça date cette prise en compte de la biodiversité? Oui, bonjour à tous. Donc la prise en compte de la biodiversité, c'est depuis le démarrage de l'éolien en France. Nous, on a eu l'occasion de faire les premiers suivis de fonctionnement des parcs éoliens. Le premier suivi en 1997, donc c'est ancien. On a fait la deuxième en 2000, on a fait un troisième en 2001, et c'est une des publications, il y a une diapositive là, qui présente oui, en effet, il y a des diapos des écrits sur lesquels j'ai pu travailler. Donc la première production, c'était en 2002, avec un bilan sur des suivis de fonctionnement de parcs éoliens. Donc ça incluait des suivis de mortalité, donc on cherche au pied des éoliennes des cadavres d'oiseaux, et puis on fait aussi un suivi de fonctionnement pour voir comment les oiseaux se comportent à l'approche des éoliennes. Si je réponds plus précisément par mon expérience, mon premier salarié expert, ça a été un ornithologue. Donc, dès le début de l'éolien, on s'est préoccupé d'oiseaux. Et puis, je dirais que c'est seulement une dizaine d'années plus tard qu'on s'est préoccupé des chauves-souris. On peut simplifier en disant, au pied des éoliennes, on cherchait des oiseaux et on trouvait aussi des chauves-souris. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans le sujet. Et donc, même dès à l'époque, dans les études d'impact, on a trois sujets principaux. C'est le paysage, c'est les questions acoustiques et c'est la biodiversité. Et dès à cette époque-là, en gros, la moitié du sujet, c'était la biodiversité. Donc c'est le sujet principal depuis le début et encore plus maintenant. C'est ce que moi je retiens de toute cette expérience. Les premiers suivis donc, de mortalité de parcs éoliens, c'était des protocoles très artisanaux, extrêmement artisanaux. Donc là maintenant, on a des protocoles scientifiques avec des tests d'efficacité du prospecteur, des tests de disparition des cadavres, et puis des formules mathématiques pour passer de la mortalité observée à la mortalité réelle. Tandis qu'à l'époque, je n'ose pas parler des méthodes qu'on employait. Mais on cherchait quand même quelle était la mortalité. Vous avez publié plusieurs travaux, notamment avec l'ADEME. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter? Donc j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être un des pionniers de l'éolien en France. Donc j'ai eu l'occasion de rédiger des guides donc, qui sont disponibles. Donc le guide du développeur de parcs éoliens, donc c'était en 2004. Si vous avez du temps, vous pouvez le regarder, vous verrez comment ça a évolué en 20 ans. Et puis le premier guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens donc en 2005. Donc ça a été depuis toujours aussi donner du retour d'expérience, expliquer comment on peut construire mieux, comment on peut développer mieux. Et donc depuis le démarrage, l'ADEME et le ministère de l'Environnement ont encouragé ça. Et donc ça se traduit par ces guides-là qui sont pour partie, je dirais, plus d'actualité, mais sur beaucoup de choses le sont encore. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait à votre avis le cœur de la prise en compte de la biodiversité dans l'éolien terrestre? Donc ça a été dit, et je n'aurai rien d'original, c'est l'application de la séquence ERC. S'il y a quelque chose à retenir, c'est ERC, ERC, ERC. Donc sur l'éolien, la première phase, c'est éviter. Donc, si vous passez à la diapo suivante, c'est la suivante et la dernière, qui présente à partir d'un schéma donc, du ministère de l'Environnement, la séquence éviter. Donc la séquence éviter, c'est le choix du site. Donc, on va choisir un site avec des enjeux moindres. Ça peut être une partie d'un site, c'est pas tout le site, donc ça c'est vraiment le choix en amont. Il y a plein de débats sur le sujet, par exemple, est-ce qu'on doit éviter des sites Natura 2000 ou pas? Donc ça fait partie des sujets dans le sujet. La deuxième phase, c'est la phase réduire, donc réduire les impacts, et je dirais à deux niveaux. En premier, au niveau de l'implantation des
du parc. Donc qui dit implantation dit le nombre d'éoliennes, la taille des machines. Au début de l'éolien, on avait des machines qui culminaient à même pas 100 mètres. Et puis on a franchi allègrement la barre des 100 mètres, des 150 mètres, et puis maintenant on est à 200 mètres. Donc il y a la taille des machines, et puis leur implantation. On va éviter proximité par exemple de cols, de falaises ou autre chose. Donc ça c'est quelque chose, je dirais qu'on connaît les règles et on dresse les états initiaux de l'environnement et on sait implanter en fonction de ça. Et puis on a au niveau de éviter réduire les impacts, c'est sur le fonctionnement. Et je dirais que c'est là toute l'originalité des impacts des éoliennes, c'est que les impacts des éoliennes, c'est avant tout en fonctionnement. C'est pas au niveau de l'implantation des éoliennes elles-mêmes, parce qu'on va prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas de destruction d'habitat ou de destruction de végétation. Donc c'est en fonctionnement. Et en première simplification, on peut dire que lorsqu'il y a des impacts prévisionnels qui sont trop importants, on va arrêter les éoliennes ou les brider. Donc on a une solution originale, parce qu'on ne la retrouve pas avec des lignes électriques. Si une électrique, on ne va pas interrompre la ligne électrique, enfin enlever la ligne électrique. Si c'est un TGV, on ne va pas arrêter le TGV simplement. Donc avec les éoliennes, on a ça. Et en face de ce fonctionnement, il y a une perte de production, et qui est donc du bridage, et ça se quantifie. Puis la dernière, vous en avez parlé, c'est la compensation. Il y a quand même quelque chose que moi je retiens, c'est que qui dit compensation dit chiffrage. Il y a des méthodes pour chiffrer la compensation en termes de surface. Et puis la dernière, c'est le ERCA, et donc l'accompagnement, où là sont des mesures de compensation. Donc les mesures de compensation, c'est ailleurs. L'accompagnement, c'est aussi ailleurs. Mais ce n'est pas quantifié de la même manière par des formules scientifiques ou des calculs scientifiques. Alors ce matin, on a parlé du bridage, et il y a des pour, il y a des contre. Est-ce qu'on sait si... Alors, en effet, arrêter des éoliennes, c'est une chance qu'on puisse arrêter ce type d'infrastructure, contrairement à d'autres. Mais ça impacte évidemment le business model qui est intimement lié à la durée de fonctionnement de ces éoliennes. Est-ce que vous avez connaissance d'études là-dessus, peut-être sur un site, des essais de bridage et un équivalent, quel impact sur la production, pour quel bénéfice réel en termes de biodiversité? Donc nous, on a eu l'occasion avec un bureau d'études à Toulouse qui s'appelle EolTech de faire une étude pour l'ADEME au printemps, qui était, l'idée c'est de dire, étant donné notre crise de fourniture d'électricité, est-ce qu'on peut lever temporairement le bridage sur les éoliennes? Donc on l'a quantifié, donc on a regardé, donc à partir de données réelles, des données bien précises parc par parc, et donc la conclusion, ça a été de dire que le bridage le plus important, ce sont l'acoustique. Et donc l'acoustique, on l'a chiffré, et EolTech l'a chiffré à 2,1% de la production aujourd'hui des parcs éoliens en France, tout confondu, qui est là pour limiter les nuisances sonores. Sur les chauves-souris, ça a été aussi quantifié, mais de manière moins précise, et je dirais qu'on atteint probablement 0,5%. Donc, je reformule. Donc 0,5% de la production électrique des parcs éoliens en France aujourd'hui est évitée et perdue pour des raisons de protection d'équipementaires. Et sur les oiseaux, on ne l'a pas quantifié parce que les premières estimations montraient quelque chose de faible. Du coup, vous allez continuer ces travaux? Là, aujourd'hui, l'ADEME ne nous a pas demandé de continuer ce travail-là. On a fait ce travail-là. Il y a des conclusions vraiment très précises qui sont faites, parce que c'est un travail qui dit à quel moment ce bridage existe, à quel moment ce bridage pourrait être levé ou pas levé. Donc on a donné tous les éléments aux décideurs pour dire est-ce que cette levée partielle des bridages peut être faite et quel est son intérêt. Est-ce que ces travaux ont été publiés ou ils sont encore entre les mains de l'ADEME? Oui, c'est si vous cherchez sur le net, l'intitulé c'est Potentiel de réserve énergétique éolienne en situation de crise. Donc si vous cherchez, vous trouvez cette étude-là qui donne les éléments dont je viens de vous parler. Très bien.
Merci Monsieur Nou. Je voudrais qu'on enchaîne avec Yannick Becher. On vient de parler des chauves-souris. C'est son dada, si je puis dire. Est-ce que vous travaillez sur ces sujets et notamment sur les bonnes pratiques justement pour faire tourner nos éoliennes en vue de protéger, de limiter les impacts sur cette population qui est quand même très fragilisée. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos travaux en la matière? Oui, bonjour à tous. Effectivement, nous, on s'intéresse tout particulièrement à la question de la mesure de régulation des éoliennes dans les chauves-souris. On appelle le bridage, nous on appelle plutôt régulation, c'est pas tout à fait le bridage des éoliennes. C'est une mesure, c'est la principale mesure finalement qui est utilisée pour pouvoir essayer de maîtriser les mortalités par collision, par automatisme éolienne. C'est une mesure qui s'est développée de façon un peu empirique depuis les années 2010 en France, suite aux premières découvertes de mortalité des chauves-souris en France. Donc ça s'est développé de façon empirique et par tâtonnement, sans réel cadre institutionnel, national de suivi en fait, de cette mesure, ni de cadre technique pour accompagner en fait, cette mesure. Et donc ça s'est fait aussi sur la base de beaucoup de méconnaissances en fait, des chauves-souris, de leur comportement, des liens qu'elles tissent avec les éoliennes, et notamment la question des comportements de vol des chauves-souris à hauteur de la selle de rotor. C'était un domaine qui était vraiment méconnu en fait, des chiroptérologues avant l'éolien. On a acquis beaucoup de données depuis l'éolien. Et donc cette mesure s'est développée sur ce terreau en fait, de méconnaissance. Et donc il y a eu des pratiques qui sont développées de façon assez hétérogène. Et donc notre volonté, notre objectif, c'était d'essayer de faire une espèce de premier bilan de ces mesures-là, au bout de 10-15 ans de pratique, savoir où on en était en France, combien de parcs éoliens étaient régulés en faveur des chauves-souris, comment cette régulation était mise en œuvre, est-ce qu'elle était efficace. Voilà, donc c'est la première occasion vraiment de faire ce bilan. Et alors, vous avez déjà des premiers enseignements? Vous avez un premier volet de travaux terminé? Oui, voilà, on a terminé complètement l'étude. C'est un projet qui a été financé en partie par l'ADEME aussi, l'appel à projet ADEME R&D énergie durable. C'est une étude qui a duré sur 3 ans et demi avec 3 partenaires, un partenaire scientifique, le CNRS de Montpellier, partenaire éolien Total Énergie, et puis nous, le bureau d'études spécialisé pour les rapports entre chauves-souris et éolien. Et donc, au bout de 3 ans, on a fait 3 axes de travaux, l'un sur une approche bibliographique vraiment sur les pratiques, avec une revue de la littérature, de tous les rapports qui étaient disponibles, d'études d'impact, de suivi d'impact. On a décortiqué 700 rapports pour essayer de mettre en évidence tout ce qui avait lien avec cette mesure de régulation. Un deuxième axe, c'était plus un axe expérimental. Là, on a travaillé vraiment sur des tests de la régulation sur un site pilote avec un protocole scientifique très poussé sur plusieurs années suivies. Pour vérifier l'efficacité de la mesure et comment statistiquement et en termes de modélisation on arrive vraiment à prédire le risque et proposer une mesure adaptée. Et enfin, le but final de ce rapport, c'est de proposer un guide technique des bonnes pratiques sur la façon de mettre en place cette mesure, parce que c'est une approche qui est quand même assez technique. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup le graphique? Voilà, donc ça fait partie d'un des graphiques les plus importants de ce rapport. On a 3 enseignements principaux en fait, à retenir sur ce rapport. Le premier enseignement, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à l'époque de notre analyse, on a le constat de simplement presque la moitié du parc éolien français qui était régulé au niveau pour les chauves-souris. Donc c'est un premier constat neutre, quoi, sans interprétation. Deuxième constat, c'est que la mesure de régulation, c'est donc ce graphique-là, c'est une mesure de régulation qui est quand même efficace quand on compare la situation de la mortalité au niveau des éoliennes entre avant et après la mise en place de la mesure. On a toujours une réduction plus ou moins forte de la mortalité, avec des seuils qui dépendent évidemment des patterns de régulation qu'on met en place au niveau des éoliennes. Et on voit quand même qu'avec, par exemple, sur le seuil de vent de 5-6 mètres secondes, on peut espérer avoir une diminution de la mortalité de l'ordre de 60-70%. Donc voilà, ça c'est un premier point qui est vraiment basé sur l'approche bibliographique. Sur l'approche expérimentale, on a le même résultat et c'est convergent aussi avec des résultats au niveau international. Ça c'est le deuxième enseignement. Et le troisième enseignement, c'est celui que la régulation finalement, on focalise beaucoup sur la question du dimensionnement, sur la façon dont on va dimensionner la mesure. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes de mise en œuvre de la mesure.
Et donc les problèmes d'efficacité ne sont pas forcément liés à la question du dimensionnement, mais aussi simplement à vérifier que la mesure est bien mise en place et qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Et donc tous ces éléments nous permettent de penser que si jamais on arrivait vraiment à optimiser la façon dont on met en place ces mesures et de vérifier qu'elles soient bien mises en place, on arriverait réellement à un effet cumulé significatif au niveau des populations pour maîtriser les impacts cumulés de l'éolien en France. Du coup, tous ces travaux, vous inspirez un guide de bonnes pratiques à diffuser voilà, sur la filière. C'est un document donc, qui est disponible sur le site de l'ADEME, si vous tapez OPREC, donc OPREC c'est pour optimisation des processus de régulation en faveur des chauves-souris. Vous avez accès à plusieurs documents, des documents assez techniques et des résumés aussi. Il y a toute une liste de recommandations, de présentation des rapports. Il reste toujours des problèmes et des marges de manœuvre pour optimiser ces rapports, et notamment la question du seuil critique à partir duquel on considère qu'une mesure est efficace ou pas efficace, de savoir si on a besoin de mettre en place une mesure corrective, c'est toujours très compliqué. Et il manque, je pense, beaucoup, pour tout le monde, des référentiels. Donc ce guide nous propose déjà un peu de référentiels, mais il manque aussi probablement aussi un engagement, une concertation en fait, des parties pour avoir une vision commune en fait, ou faire des choix communs sur des seuils à respecter, parce que voilà, ce sont des espèces dont on ne connaît pas les populations très mal, et qu'il faut à un moment donné trancher sur une approche commune de ce qu'on souhaite faire par rapport à des seuils de mortalité ou d'impact résiduel. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter pour évidemment aller plus loin dans ces travaux et mettre tout le monde autour de la table pour que vous puissiez, enfin en tout cas que l'ensemble de la filière applique des mesures à bon escient et surtout efficaces. Tout à fait. C'est ce qu'on va retenir. Alors tout à l'heure, M. Paul nous parlait de la séquence ERC, on en a beaucoup parlé, éviter, réduire, compenser, et il y a le petit A qui va avec, l'accompagnement. L'accompagnement, ça va plus loin que la réglementation, et le projet dont on va parler à présent va plus loin que la réglementation. Ça fait partie de ce volet accompagnement. On n'est pas du tout dans de la compensation réglementaire. Donc ça, voilà, ça on l'a dit, on parle que d'un accompagnement. Et c'est avec Cédric Barbary d'Engie Green que l'on va évoquer ce projet. Vous allez nous l'illustrer avec un parc éolien qui a été construit dans la Marne et pour lequel vous avez accompagné des agriculteurs de la région dans l'évolution de leurs pratiques culturelles. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on est dans ce cadre au-delà de la compensation. Il y a une dizaine d'années, alors peut-être que certains d'entre vous se souviennent, en région ex-Champagne-Ardenne, les services de l'État ont imposé 2 hectares de jachère par main d'éoliennes opposées. Et donc, bien évidemment, Engie, avec sa présence très importante en région Grand Est, devait répondre à cette demande. Ça représentait, à titre d'exemple, 120 hectares de jachère pour Engie, donc à implanter pour répondre à cette demande des services de l'État. Et donc cette contrainte, Engie, nous l'avons utilisée comme une opportunité pour le territoire, parce qu'on s'est très vite aperçu que ces 120 hectares, il est impossible de les implémenter. Et donc on a, avec un certain nombre de partenaires, les fédérations de chasse, les chambres d'agriculture locales, les associations, une société qui nous a accompagnés, donc un bureau d'études InVivo AgroSolutions, travaillé sur une équivalence compensatoire qui pouvait répondre à ces 2 hectares de jachère. Et donc nous avons regardé ce qui se passait sur le territoire, parce que vous imaginez bien que l'acceptabilité locale du monde agricole était assez hostile à ces 2 hectares de jachère, ce que nous comprenions. Et donc en regardant les différents aménagements qui étaient présents sur le territoire champenois, on s'est aperçu que la haie, l'abandon herbé, les bouchons et puis les aménagements type tampon-bouchon étaient présents et acceptés. Et donc nous avons la bonne idée de se dire, étudions ces différents aménagements et regardons si ces aménagements ne pourraient pas répondre à cette obligation de 2 hectares de jachère en termes de valeur écologique. Et donc suite à cette réflexion, et avec un certain nombre d'acteurs, dont les services de l'État d'ailleurs, on a mené donc une étude d'1 an sur une étude d'inventaire écologique, ça allait de la Vifone en passant par les Kiro et autres, pour comprendre les activités qu'il y avait sur ces aménagements existants. En parallèle, on avait des parcelles témoins, donc avec éolienne, sans éolienne et la jachère. Et donc suite à cette année d'études et donc à des modèles statistiques, nous avons pu identifier
donc des équivalences écologiques, donc des valeurs en mètres linéaires, d'un mètre linéaire de haies, de bandes enherbées, de bouchons et autres, qui permettaient de répondre à cette équivalence écologique de ces 2 hectares de jachère. L'Adréal a validé cette conclusion, et donc grâce à cette opportunité, nous avons pu répondre à cette obligation, même si elle n'est pas une obligation de compensation, mais elle était quand même inscrite dans nos arrêtés, de répondre à cette implémentation. Et au fil de l'eau, en discutant avec des agriculteurs, on a eu la chance de rencontrer l'association française d'agroforesterie, qui nous a permis de se dire, réfléchissons aussi peut-être à une mesure supplémentaire qui est l'agroforesterie. Et donc suite à ces résultats et à cette présentation de projet à l'Adréal, nous avons également eu leur accord et nous avons proposé donc, à un agriculteur, M. Broder, en région donc à Ardennes, à se lancer donc, dans l'agroforesterie et avons financé donc, un certain nombre d'aménagements donc, chez cet agriculteur avec un conventionnement sur 10 ans et de suivi aussi de ces aménagements. En parallèle de ce conventionnement, nous avons également sollicité un bureau d'études locales, une association qui nous accompagne pour étudier donc, la qualité et le suivi de cet aménagement. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans, nous sommes extrêmement satisfaits parce que c'est de mémoire, c'était x10 en termes de biodiversité au niveau de ces aménagements écologiques abusifs. C'est x3 au niveau de l'infiltration, c'est moins 1 degré en termes de température à proximité de ces aménagements. Donc ça veut dire que notre projet a permis aussi de ne pas simplement compenser pour la biodiversité, mais aussi accompagner un agriculteur à une démarche écologique plus globale. C'est un exemple, j'imagine que parmi mes collègues qui sont dans la salle ou parmi d'autres producteurs ou développeurs d'ENR, ils ont également de beaux projets. Et moi, je vous invite vraiment à valoriser vos projets parce qu'on n'en parle pas assez. Et on a toujours tendance à parler de mortalité et d'impact négatif pour les ENR. En tout cas, il y a de beaux projets qui permettent de valoriser ce que vous faites. Alors là, la photo qu'on voit, c'est pas le parc éolien, parce qu'on ne voit pas les éoliennes. C'est le champ de céréales de M. Broder et c'est les arbres qui ont mis en place au milieu de la parcelle, puisque du coup, l'aménagement n'a pas été fait à proximité du parc. Vous avez dû trouver des acteurs, des agriculteurs motivés aussi pour votre projet. C'est bien ça. Exactement. Alors, aucun aménagement a été effectué à proximité des éoliennes. Vous imaginez que l'objectif, c'est quand même d'éviter d'attirer une espèce à proximité de nos parcs. Donc ici, ce projet a été réalisé à une vingtaine de kilomètres du parc et d'autres aménagements également ailleurs, effectivement. Oui, parce que là, on va détailler le projet d'agroforesterie, mais tout à l'heure, vous évoquiez la plantation de haies. Est-ce que vous pouvez lister peut-être un peu plus précisément les différents aménagements que vous avez mis en place? Alors aujourd'hui, on est sur un aménagement un peu classique, donc les haies, effectivement, que vous pouvez rencontrer, de la bande enherbée. De la bande tampon-bouchon, c'est une bande un peu locale, alors c'est une terminologie champenoise. Le bouchon peut être lié à la notion de champagne, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une bande enherbée agrémentée de bouchons d'arbustes, et ensuite il y a des bouchons isolés, effectivement, qui sont implémentés sur les parcelles. Alors, nous avons avec nous le président de la société, de l'association de l'agroforesterie de Grand Est, M. Guyot, bonjour. C'est un de vos adhérents, M. Broder, qui a travaillé avec Engie sur ce projet. Quels sont les bénéfices attendus de l'agroforesterie? Parce que ça peut paraître simple, planter des arbres au milieu d'un champ, mais je pense que c'est bien plus complexe que ça. Et c'est pas très connu comme pratique. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu tous les avantages qui sont attendus de ce projet? C'est pas très connu, ça demande d'être connu d'ailleurs. Alors notre association, on est une toute petite association, puisqu'on est 25 membres à peu près dans le Nord-Est. Tout simplement parce qu'il y a très peu de planteurs. Dans la Marne, par exemple, où je suis agriculteur dans la Marne, on est 3 plantés en agroforesterie sur un territoire qui est absolument immense. Et donc c'est très peu, alors ça tend à se développer petit à petit grâce à certaines actions. Mais il y a encore beaucoup de travail, à mon sens. Après, dans l'association, il y a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients, si on peut dire ça comme ça. L'un des tout premiers des membres qui plantent, c'est le côté production de bois, malgré tout, puisqu'en fait, les bandes en agroforesterie comme ça, des aliments d'arbres, entre les bandes de culture, le but, pour un certain nombre d'agriculteurs, c'est de produire des grumes de bois des troncs de 4 ou 5 mètres de haut qui soient parfaitement droits et sans nœuds,
gauche et qui sont hautement valorisés pour la menuiserie, etc. Oui, parce que ce sont des arbres en particulier que vous plantez, c'est pas... Ah bon, on plante en général des arbres à bois semi-précieux, comme on dit, pour être valorisés plus. C'est-à-dire donc des merisiers, vous pouvez les citer un Il petit y a peu? des merisiers, noyers, cormiers, alisiers, érables. Alors on choisit aussi l'essence en fonction du sol, évidemment, parce que tout type d'arbre ne va pas dans tout type de sol. Et donc ça, oui, c'est la principale, un des principaux buts de l'agriculteur. Parce en fait, il y a les avantages pour l'agriculteur en lui-même quand il plante, et puis l'avantage plus global, sociétal, qui dépasse un peu le cadre de l'exploitation. Après, la deuxième chose, donc, c'est le côté biodiversité. Alors c'est un peu mon corps, hein, comme j'ai passé la ferme d'agriculture biologique. En fait, pour accélérer le côté biodiversité, hein, on a le choix de remettre des haies, de faire des jachères, des bandes enherbées, mais l'agroforesterie est vraiment intéressant dans le sens où on va vraiment en intraparcellaire avec la bande enherbée et l'arbre, et là ça démultiplie en fait le potentiel biodiversité. Au bout de, moi j'ai planté en 2015, maintenant qu'on prend une bêche et qu'on creuse dans le sol, ça grouille d'animaux en tout genre, les coccinelles, les cirques à l'extérieur, les oiseaux qui commencent à arriver même. C'est vraiment efficace à ce niveau-là. Il y a certains autres agriculteurs aussi qui plantent, notamment Stéphane, chez qui vous avez planté, qui est très axé sur l'autofertilité des sols à très long terme. On estime qu'il y aura des problèmes de phosphore, d'amendement dans les 20-30 ans à venir. Et que finalement, un arbre, quand on y réfléchit bien, hein, c'est un arbre mature, c'est environ 100 kg de feuilles, enfin c'est compliqué à évaluer, mais 100 kg de feuilles qui tombent tous les ans. Et quand on a 100 arbres à l'hectare, hein, ça fait 10 tonnes d'engrais qui est gratuit, qui arrive tous les ans comme ça. Et donc il y en a certains qui visent ça. Il y a également les racines d'un arbre, il y a 30% du système racinaire qui meurt tous les ans. Et ça, c'est également de la matière organique qui est injectée et du carbone qui est injecté directement dans le sol. Donc il y en a certains qui sont plus orientés sur ce côté-là. Après, c'est un mix de tout. Il y a aussi certains aussi, enfin dans le sud, je pense notamment dans le Gers, où ils sont très axés sur la couverture climatique. Comme il fait très chaud, sous un arbre, sous une parcelle mature agroforestière, comme c'est l'INRA de Montpellier qui a planté il y a 40 ans maintenant. Donc on a un petit peu de données, parce que ça c'est un problème, on n'a pas de recul par rapport à l'agroforesterie, surtout au nord de la Loire. Et eux ils estiment qu'une parcelle mature en agroforesterie gagne entre 3 et 5 degrés de point de température quand il y a des gros pics de chaleur. Il fait plus frais en fait au niveau des cultures en dessous des arbres. En dessous des arbres, voilà. Grâce à l'évapotranspiration, notamment, c'est pas seulement dû à l'effet ombrage. Et donc ça c'est un des gros points qui les ont fait planter un peu plus massivement que par chez nous. Parce que... Du coup, ça influence directement les rendements des cultures ou pas? Alors le rendement est influencé au départ justement parce qu'on enlève 2 mètres de culture pour planter l'arbre, donc l'espace physique de la bande enherbée. Et à terme, alors c'est pas tant la concurrence vis-à-vis des racines, mais plutôt vis-à-vis du soleil, enfin de la photosynthèse, où il y a une baisse de rendement sous l'arbre, due à l'ombre. Après, quand on parle de productivité ou de création de matière organique à l'hectare, etc., l'agroforesterie c'est super intéressant parce que alors c'est l'INRA encore qui a sorti ce chiffre-là. Ils estiment que sur un hectare agroforestier, on produit 40% de plus de biomasse à l'hectare que sur un hectare de blé. On produit, je ne suis pas très clair, excusez-moi.
Sur un hectare agroforestier, on produit 80%, entre 75 et 80% de céréales, et on produit, sur ce même hectare agroforestier, 60% de ce que produit une forêt. Donc quand on cumule les deux, en fait, on produit beaucoup plus que... Il y a une synergie de production il y a une entre les deux synergie cultures. énorme quand on parle d'espace et de pénurie, enfin, de future pénurie sur la ressource. L'agroforesterie est un système extrêmement intéressant à ce niveau-là qui est vraiment à développer. Alors, si ça produit autant d'intérêt pour l'agriculteur, pourquoi pourquoi c'est si peu développé finalement? Parce qu'il y a la culture, par chez nous du moins, où c'est assez poussé, en fait la culture de l'arbre, elle n'est pas du tout présente. Moi, mon père a défriché pour planter dans les années 60 par exemple. Et c'est pas du tout, c'est absolument pas dans les mœurs. Et je pense qu'il faut du temps pour que le système s'installe et qu'on commence à bénéficier réellement des éléments, enfin de tout l'intérêt biodiversité et autres que vous avez cités. Du coup, Monsieur Barbarie, vous avez accompagné pendant 5 premières années Monsieur Broder. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait déjà des effets bénéfiques visibles. Vous allez continuer l'accompagnement avec lui encore 5 ans, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, avec M. Broder, nous avons une convention de 10 ans, 10 ans. renouvelable. Et ensuite, effectivement, nous avons une convention de 5 ans, renouvelable également, qui est aujourd'hui pour le suivi de la qualité de cet aménagement. Voilà, donc il y a 2 types de conventions. Une convention de l'agriculteur qui nous accompagne sur le projet. On le rémunère, d'ailleurs, annuellement pour ce service écosystémique rendu à la nature. Enfin, en tout cas, c'est un vrai service que l'agriculteur rend à la nature. Et ensuite, il y a une convention pour le suivi de la qualité. Monsieur Guyot, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des pertes de rendement au début. Du coup, pour l'agriculteur, c'est un business model. Là aussi, on en parlait ce matin, business model énergéticien, mais finalement, il y a aussi des business models pour les agriculteurs. De qui dit perte de rendement dit un petit peu du coup, perte de revenus. Est-ce que le fait qu'un énergéticien aujourd'hui vienne accompagner l'agriculteur facilite justement ces passages à l'acte, ce changement de culture, ce changement de pratique agricole? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'agriculteur? Est-ce qu'il se sent aidé du coup? Il se sent clairement aidé, ça c'est évident. Après, je vais revenir un petit peu, il n'y a pas forcément de perte de revenus, une perte de revenus au début. Mais après, la valorisation en fait de la biomasse de l'arbre, ou en tronc, ou en bois de chauffage, ou en BRF, on peut remettre dans les parcelles du bois broyé, par exemple, ou en plaquettes, etc. En fait, le revenu de l'arbre compense largement. Alors à terme, c'est sûr. Il est à terme, il faut attendre que l'arbre repousse quand même. Donc il y a un petit temps de latence, tant que ça se mette en place. Il y a un petit décalage, c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres... Alors là, c'est du coup Engie qui a financé ces installations. Est-ce que vous avez d'autres aides à l'installation d'arbres ou de pratiques de haies ou de vols en herbe? Dans le plan haies, en fait, l'agroforesterie est financée à 80%, tout comme les haies ou les bancs de tampons, de bouffons. Enfin. Et donc maintenant, on a une possibilité d'aller jusqu'à 80% d'aide publique via le plan haies. Et après, l'idée, c'est d'aller chercher les 100% via notamment des organismes privés ou des financements totaux, d'ailleurs, via les organismes privés. Monsieur Barbarie, c'était une première, cette expérience pour vous, pour le groupe. Quel avenir vous lui donnez? Est-ce que vous comptez déjà la démultiplier? Est-ce que vous prenez contact dans d'autres régions? Est-ce qu'il y a des projets similaires qui vont se monter prochainement? Alors, effectivement, c'était une première, c'était un pari aussi, parce qu'on n'était pas du tout sûr que ça allait fonctionner. Aujourd'hui, on est extrêmement ravis. On a organisé un bilan de ces 5 ans l'année dernière. Suite à cette journée, on a des demandes, effectivement, d'agriculteurs, alors pas forcément en Grand Est, mais en région Hauts-de-France ou Normandie, ou Bretagne également, des agriculteurs qui sont intéressés qu'on les accompagne, alors, bien évidemment en fonction de notre besoin nous aussi, parce qu'on doit aussi avoir un projet en face, mais en tout cas, il y a des demandes, et dernièrement, on est presque prêt à signer avec un agriculteur en France.
Voilà, très bon exemple d'une synergie réussie entre une production d'énergie renouvelable et une évolution des pratiques agricoles. Vous avez eu 4 exemples de travaux sur ces sujets-là. Vous pourrez poser des questions à nos intervenants après la séquence suivante. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges. Et on va enchaîner sur l'éolien en mer.